Bonsoir, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est un petit peu en retard, quelques secondes. Soyez les bienvenus, très heureux d'être de retour ici sur le plateau de Watch avec nos amis. Et ils sont là, alors ils sont de retour même, je veux dire. Parce que tous les trois, vous étiez à votre manière partis, vous étiez absentés. Et je suis très heureux de vous retrouver. D'abord, lui est en studio avec moi, il a de la chance, on est tous les deux réunis. Et je suis très content de te retrouver. Jean-Christophe Ving, salut. Salut Benjamin, je suis ravi d'être là et ravi de vous retrouver tous. T'es bronzé, non ? Vous avez manqué, un petit peu, ouais. J'ai pris un peu le soleil. T'es parti un petit peu au soleil. J'étais pas en vacances. Voilà, nuance. C'était du travail ensoleillé, c'est différent. Exactement. Ils sont là aussi à l'autre bout du fil, à l'autre bout de la France. Il était pas venu depuis longtemps dans iWeek. C'est un grand plaisir de t'accueillir à nouveau, Gilles Dounès, salut. Salut Benjamin, je suis ravi de vous retrouver aussi. J'espère que ça va tenir. Ouais. De temps en temps, ça frise. Ouais, ça frise, mais non, mais ça c'est ta superbe ligne internet que tu as checké aujourd'hui même. Oui, à 19h30, je raccrochais avec le service client d'Orange qui me demandait si tout allait bien. Oui. Si. Orange, si je regarde. Voilà, Orange, on j'ai regardé un t'embrasse. instant sur la bande passante. Elle est normalement, elle pète le feu. Il y a plus de 350 mégabits seconde. Ouais. Terabits seconde, moi je dirais, moi même. Oui. Écoute, l'important c'est que tu sois là. On arrive même à t'entendre, c'est dire si ça marche bien. Bienvenue Gilles, et vraiment très heureux de te retrouver après quelques semaines d'absence dans iWeek. Et puis alors lui, il était même pas absent, c'est un naufragé qu'on accueille à nouveau. Il nous a même piqué un polo. Ouais. Au passage, ouais. Et c'est Teddy. Comment ça va, Teddy ? Mais ça va super bien, je suis super content de vous retrouver. C'est vrai que ça fait longtemps. Je pense que la dernière fois que j'étais sur Watch, c'était dans Andromaque, donc mais iWeek, ça doit faire plus d'un an, je crois. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a pas réinvité depuis dans iWeek. Ah, c'est pour ça, ouais. J'étais suspendu, donc là je suis arrivé à la fin de la suspension. C'est bon, je suis de retour. Tu nous avais fait des infidélités, mais c'est que pour des bonnes raisons. Les lutins du Phénix vont bien ? Les lutins du Phénix vont très bien. On a organisé récemment à Toulouse le plus grand rassemblement de cosplayers jamais organisé dans un hôpital pour enfants. Et puis là, on prépare la prochaine animation qui sera à Paris sur le thème des Lego. Et on aura notre ami Guillaume Jette, d'ailleurs, Guillaume qui intervient souvent avec nous, soit en Dark Vador, soit en Bumblebee de Transformers, qui sera là d'ailleurs en Bumblebee. Eh ben c'est super. On va rappeler. Génial. Allez, rappelle-nous les lutins. C'est quoi le but, l'idée, Alors les lutins du Phénix, en fait, c'est l'association que j'ai créée et qui organise donc des animations et des rassemblements de cosplayers sur le thème des super-héros, de Star Wars, différentes thématiques, dans les hôpitaux pour enfants et principalement dans les services de cancérologie pédiatrique. Voilà. Bah écoute, on est tous derrière toi, tu le sais, hein, depuis le temps, et vraiment, on est tous admiratifs de ce que tu fais pour les enfants à l'hôpital. Vraiment, grand bravo. Si d'ailleurs un jour on peut contribuer modestement, tu sais que tu peux compter sur nous, évidemment. Oui, parce que Guillaume fait ça dans son coin, mais on est plusieurs à iWeek à vouloir à être tout à fait prêt à donner un coup de main pour cette belle idée. Bien sûr. Avec grand plaisir. C'est bienvenu. Donc voilà, tu disais que tu n'étais pas très à jour, mais c'est pas grave, tu vas participer. Et puis tu as un beau sujet pour nous. Alors c'est pas du pur Apple, mais c'est de la pure copie, on va dire. On peut le voir comme ça, effectivement, oui. Ouais, parce qu'effectivement, hier, il y a eu un événement, c'est l'arrivée de Xiaomi en France. Donc, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Il n'y a pas de problème, moi je suis prêt. Xiaomi, c'est une marque, donc une start-up qui a été fondée en 2010 par un monsieur qui s'appelle Lei Jun. Et là c'est juste l'intro, hein. On va y revenir, hein. Okay, c'est juste pour nous donner envie, hein. Mettre l'appétit. Tu vas nous parler donc de cette marque qui est considérée, qui a longtemps été appelée le Apple chinois, et son fondateur est un peu aussi considéré comme le Steve Jobs chinois, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure.
Voilà, et on va vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Gilles, on n'a pas dit un mot de ton Connecting the Dots, puisque tu es revenu avec un sujet et beaucoup de brevets Apple, c'est ça? Je crois que son opérateur a décidé de mettre la clé sous la porte, en tout cas sous la porte de Gilles. Gilles, tu es figé. Est-ce que tu es toujours avec nous? Et là? Eh oui, tu es là. Oui, je suis là. Ouais. Vous m'entendez? Alors on parlait de Connecting the Dots, donc ta chronique qui revient avec beaucoup de brevets. Une 60aine de brevets, avec un en particulier qui va faire rêver les fans de Star Wars. La possibilité par un champ magnétique de faire léviter les objets au-dessus de leur support et accessoirement la possibilité de les recharger au passage. Waouh! Bon, allez, ce sera tout à l'heure dans iWeek. Évidemment, je ne vous oublie pas, vous qui êtes avec nous et qui nous faites l'amitié de revenir, d'être là tout simplement en ce mercredi soir. C'est vrai que le mois de mai était un peu compliqué entre nos différentes activités, les ponts, les finales de Coupe d'Europe, les sorties ciné, bref, on a les mariages, les voyages à l'étranger, on a navigué entre tout ça, mais vous voyez, on n'est pas parti bien loin et on est là et je vous salue, vous qui êtes de retour avec nous. Je vois qu'Alain Massé est là, Stéphane Hightech, Frédéric Cavaillé est là, qui lui aussi a eu des jours un peu difficiles récemment et qu'on salue, qui est un fidèle, et puis vous êtes en train de vous connecter. Évidemment, vous avez Walter aussi. Voilà, vous avez la parole. Et vous faites partie de cette émission. Vous connaissez le hashtag iWeekTV pour contribuer et nous faire passer vos messages via Twitter. Et puis évidemment, abonnez-vous au compte de l'émission. On a passé les 1000 abonnés, on est content, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc allez-y, faites-le savoir et participez. On va commencer par un petit peu d'actu. Alors, si je vous dis Viva Technology, je ne sais pas si vous avez capté, mais en 2 ans, puisque ça va être la 3e édition seulement, ce salon est devenu The Place to Be. Tu me disais, Jean-Christophe, il n'y a pas longtemps que des énormes pancartes étaient à San Francisco. Ce qui est intéressant, c'est que Vivatech est devenu, en à peine 3 ans, ce qui est très court pour ce genre d'événement et dans cette industrie-là, le CES français. J'ai pas peur de le dire. Ouais. Et effectivement, à San Francisco, tu as en ce moment des 4x3 parlant de Vivatech et incitant des entreprises, des startups de la vallée à venir en France. Et d'ailleurs, je pense qu'on va en parler plus longuement, l'événement a commencé dès aujourd'hui pas sur le salon Vivatech, mais dans un endroit encore plus prestigieux. Au Palais de l'Élysée. Voilà. Avec Emmanuel Macron. Exactement, où le président a reçu des grands noms de la technologie. Une soixantaine, de patrons. Zuckerberg, qui est venu en voisin, puisqu'on sait qu'hier, il a été interrogé par la Commission européenne. Le CEO de Microsoft. Et alors, au départ, je pensais qu'Apple n'était pas venu. Effectivement, Tim Cook n'est pas là, mais Angela Arendt était présente. Donc Apple est bien représenté, était bien représenté au déjeuner, appelé Tech for Good. Alors, je ne sais pas encore ce qui en est sorti. C'est un sommet plus qu'un déjeuner. Voilà, c'était un sommet pour réunir autour du président des capitaines d'industrie de la tech. Justement, en ouverture de Vivatech, on sait que, puisque tu avais eu la chance de l'interviewer alors qu'il n'était que ministre au CES, et qu'Emmanuel Macron se voit en tête de pont de la tech française d'abord et mondiale ensuite, et donc qu'il souhaite faire perdurer ce lien et justement qu'il accueille les géants de la tech à la veille de ce grand salon, à mon avis, est loin d'être anodin. Ouais. Bon, je pense que tout ça s'est joué un petit peu entre lui et Maurice Lévy, le grand patron de Publicis, qui co-organise Vivatech. Je crois qu'il y a eu une entente entre les deux pour faire d'une pierre deux coups. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que Zuckerberg
a été auditionné hier parce qu'il avait décidé d'être à Paris aujourd'hui et demain, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est Vivatech qui profite d'un hasard du calendrier pour l'avoir attrapé dans ses filets? Peut-être que vous ne savez pas ce qu'est Vivatech. C'est donc la 3e édition. On est très heureux sur Watch parce que pour la première fois, nous sommes partenaires médias officiels de Vivatech. Vous allez donc tout savoir du salon à partir de demain et jusqu'à samedi, dimanche, puisqu'on va vous concocter plein de minutes Vivatech comme on en a le secret, et puis une grande émission spéciale qui sera diffusée ce week-end dès que possible, samedi soir ou au plus tard dimanche. Donc voilà, ça c'est le programme. Toute l'équipe de Watch est sur le terrain. Et donc Vivatech, ça ressemble à un grand rassemblement d'entreprises de la tech, beaucoup de start-up. Et vous allez le voir, ça fait assez envie. Viva Technologie, le rendez-vous mondial des startups et de l'innovation, se tiendra du 24 au 26 mai à Paris. Ne manquez pas le rendez-vous international incontournable dédié à la croissance des startups et à la transformation digitale. Plus de 80 000 visiteurs et 8 000 startups seront à Paris pour Vivatech. Plus de 150 interventions des plus grands acteurs mondiaux de la tech. Le monde entier se retrouve du 24 au 26 mai à Paris. Et vous, y serez-vous ? Voilà, Vivatech. Alors, cette pub a été faite il n'y a pas très longtemps, mais entre-temps se sont ajoutés donc Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, le CEO de Uber, Satya Nadella, le CEO de Microsoft, et beaucoup d'autres qui seront donc à Paris. Il y aura aussi des absents, faut le dire. On va dire pour que ce soit le grand rassemblement mondial des géants du numérique. Il manque effectivement Tim Cook, même s'il est représenté. Il manque un Google, il manque un Tesla, il manque un Elon Musk, évidemment, par exemple. Et un qui? Eric Schmidt est là. Eric Schmidt, c'est vrai, est là, pour représenter Alphabet et Google, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison, Eric Schmidt est là quand même, tu as tout à fait raison. Et puis il y a beaucoup de startups, il va y avoir beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies. On va en prendre plein les yeux. Un petit cocorico en passant. On a le PDG de OVH, qui est une belle boîte française que moi je connais bien, parce que c'est mon autre métier dans les noms de domaine, mais qui est surtout connu pour être un hébergeur géant. Et Olas fait un keynote jeudi, je crois, donc demain. Pour donner sa vision d'une licorne à la française et donner des conseils aux jeunes startups. Donc voilà, je pense que c'est une keynote à voir, qu'on s'intéresse ou pas au hosting, puisque ça quand même sous-tend tout ce qu'on fait ici. Tout est une affaire, comme Gilles nous le montre très bien, de bande passante. Donc c'est intéressant de voir ce qui s'y passe. C'est vrai. Et puis par exemple, aujourd'hui à l'Elysée, et ils seront probablement là demain aussi, on trouve notamment Xavier Niel et des patrons de boîtes qui essayent de pousser la technologie française et européenne, comme Quant, le moteur de recherche. J'ai écorché son nom, Octave Klaba. Voilà, merci. Merci de lui avoir fait justice. Ça vous parle, Viva Technologie, ou c'est pas encore dans vos radars? Dites-le nous sur Twitter, vous qui allez être peut-être spectateur de cette couverture que Watch va vous proposer. D'abord, est-ce que ça vous intéresse? Et est-ce que Gilles et Teddy, est-ce que ça vous intéresse ce qui va se passer à Paris pendant 3 jours? Moi, je connais Teddy, bien, peut-être. Moi, je connais Vivatech puisque j'y étais l'an dernier, donc je sais déjà à quoi ça ressemble. J'espère juste par rapport à l'an dernier où il faisait une chaleur incroyable et la clim était pas en route visiblement les 2 premiers jours, donc c'était assez difficile à supporter. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, c'est un salon qui est très intéressant. Je suis content de voir que il commence à prendre vraiment une ampleur internationale, quoi. Ouais, c'est vraiment la première édition, c'était 2016. Et là c'est la 3e et c'est allé à une vitesse que je parlais des billboards à San Francisco, mais il y allait même à Tokyo. Donc la planète va battre au rythme de ce qui va se passer à Paris. C'est vraiment
Ça va être très intéressant. Non, et venez pour rencontrer Benjamin en vrai, comme à la grande époque de l'Apple Expo. Ça rappellera des souvenirs à plein de gens. Bon, on a fait gagner 10 passes pour Vivatech à 10 chanceux qui ont juste retweeté et followé le compte de Watch ces derniers jours. 2 d'entre eux sont des provinciaux et ils viennent de nous faire savoir qu'ils ne pourraient pas venir. Donc on va les remettre en jeu. Donc il en reste encore 2 en fait à gagner. C'est des passes 3 jours, sachant que seule la journée de samedi est une journée grand public. Donc voilà, théoriquement, vous ne devriez pas pouvoir venir plus tôt. Et puis c'est des passes qui coûtent quand même relativement cher. C'est un grand salon, donc c'est un salon coûteux. Voilà, c'est un beau cadeau. Donc tenez-vous prêts. Tu disais quoi, Teddy ? C'est vrai qu'effectivement, contrairement à d'autres salons type le CES par exemple, Vivatech en plus se mérite là d'avoir une journée qui est ouverte au public, donc qui est ouverte à tout le monde. Donc bon, c'est payant, mais tout le monde peut y aller. Ouais. C'est assez curieux que seule une journée soit ouverte au public. Est-ce que c'est pas, il faudrait demander à notre ami Alexandre, mais c'est pas le cas du salon de l'auto? T'as pas justement 2 jours avant et puis... Le mondial de l'auto, ah oui, il y a 2 jours presse. Il y a une journée. Presse. Mais l'essentiel est public. Alors que là, c'est juste le dernier jour qui est ouvert au public. Voilà. Bon, très honnêtement, les 2 dernières années, on a été très peu présents sur Vivatech pour des raisons diverses. Là, vraiment, on met le paquet, donc on va tout vous dire. Donc restez bien sur Watch. C'est l'un des autres événements de la semaine et il a eu aussi lieu à Paris. Et là, je me tourne vers toi, Teddy. Alors, on va pas parler d'Apple directement, mais d'un sacré concurrent qui, d'ailleurs, on va le voir, rend un petit peu furax Jonathan Ive. Ce concurrent, c'est Xiaomi, qui est un très très bon copieur chinois. Alors c'est effectivement une marque qui s'est fait connaître, donc j'ai dit qui était fondée en 2010 et alors donc ils ont pas mal de points communs avec Apple parce que d'abord ils ont une communauté de fans qui ressemble un peu à celle d'Apple aussi. Savoir que les gens qui achètent du Xiaomi en général restent fidèles à cette marque et vont très peu voir ailleurs. Également aussi comme point commun au niveau des fans, c'est que les fans de Xiaomi, un peu à l'image de ceux d'Apple, sont des gens qui évangélisent un peu la marque en incitant leur entourage à s'équiper. Et c'est vrai qu'ils ont sorti des modèles à leur début qui étaient, on va dire, pour le moins très 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 ressemblants aux iPhones. Et pas que, parce qu'il y a eu aussi une tablette qui s'appelait la Mi Pad, qui était également en fait un copier-coller de l'iPad mini avec le dos des iPhone 5C au niveau des couleurs, et surtout la Mi Box qui était ni plus ni moins qu'une Apple TV, donc avec le même design. Alors ça, par contre, ça tend un peu à changer. Ils ont recruté il y a quelques années donc Hugo Barra, qui était un ancien de chez Google. Ce qui vous montre aussi un petit peu la surface financière de Xiaomi, parce que le mec était quand même numéro 3 de la 2e plus grosse boîte du monde. Il vivait sous le soleil de la Californie, donc aller le débaucher pour lui dire tu vas venir habiter sous la grisaille de Shenzhen. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir pas mal de zéros sur le chèque, même si bon, à cette époque, il y a aussi eu d'autres soucis chez Google où Hugo Barra s'était un petit peu fait piquer sa nana par celui qui était au-dessus de lui, c'est-à-dire Sergey Brin, le cofondateur de la boîte. Mais enfin bref. Donc Hugo Barra est arrivé chez Xiaomi et un petit peu chamboulé tout ça, parce que c'est vrai que le modèle économique était essentiellement basé sur de la vente en ligne. Et donc du coup, ils se sont mis à ouvrir des magasins, donc des stores qui ressemblent aussi furieusement aux Apple Store, et dont un donc a ouvert à Paris hier. Il y en aura à peu près, faut savoir, 2000 à travers le monde d'ici 2019. Là on voit les images par exemple de celui qui est ouvert à Paris hier, et c'est vrai que bon, à la base Xiaomi c'est une start-up, je le disais, qui a d'abord lancé une interface utilisateur qui s'appelle MIUI, pour la simple et bonne raison, c'est que les services Google étant interdits en Chine, ils trouvaient que finalement l'expérience utilisateur sous Android n'était pas satisfaisante. Et du coup, ils ont développé cette interface, et avant de faire des smartphones, et même à l'heure actuelle, c'est une interface qui est donc toujours disponible sur les smartphones de la marque Xiaomi, mais qui sont disponibles aussi pour tous les smartphones sous Android. Il y en a 300 millions à l'heure actuelle dans le monde qui sont sous cette interface MIUI, et qui est mise à jour toutes les semaines. Tous les vendredis, en fait, ils tiennent compte des remarques de leurs utilisateurs pour mettre à jour leur système. Je vais raconter une anecdote très brève, mais qui est assez marrante. C'est qu'un jour, il y a un utilisateur qui était rentré de soirée vraisemblablement en étant un petit peu alcoolisé.
et qui avait du mal à trouver les clés de chez lui. Donc du coup, il voulait allumer la torche de son téléphone, de son Xiaomi, et il avait du mal dans les réglages à trouver comment on fait pour allumer la torche. Donc du coup, il avait suggéré qu'en maintenant appuyer le bouton de capteur d'empreinte digitale, ça puisse allumer la torche. Il a suggéré ça, et dans la communauté, ça a beaucoup plu, et au final, depuis, sur les Xiaomi, il y a effectivement ça, où quand vous appuyez longtemps sur le capteur digital, ça allume la torche. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et de fil en aiguille, effectivement, ils ont maintenant, au niveau design, ils ont leur propre identité, puisqu'ils ont recruté, excusez du peu, Philippe Starck quand même, qu'on connaît bien en France, qui a dessiné donc le Mi Mix et ses descendants, qui sont les flagships de la marque. Et là, donc, c'est pas Philippe Starck qu'on voit là, hein. Non, là, alors par contre, voilà, c'est là où on voit, là, ça c'est les débuts, c'est quand ils ont présenté le Mi 2, donc ça c'est le patron de Xiaomi qu'on voit, donc qui est un peu, le jean, et puis bon, il a pas mis quand même le pull à col cheminé pour imiter Steve Jobs, mais il manquait même plus les que ça. même les cadrages sont pompés sur, pardon. C'est pareil, et je peux même te dire que cette conférence, il y a même eu un one morphing. Je suis un peu abasourdi quand tu dis avant ils copiaient Apple. Est-ce que tu as la photo du téléphone qu'ils ont annoncé hier, le dos du téléphone qu'ils ont annoncé hier? Alors hier ils n'ont pas annoncé de téléphone. Hein. Hier, les celui qui montre dans leur nouveau store, pardon. D'accord, oui, c'est alors sur l'entrée, le milieu de gamme, oui, le design est toujours inspiré par l'iPhone. Pour la simple raison, c'est que c'est pas Stark qui les fait. Stark ne fait que le flagship, qui lui pour le coup ne ressemble absolument pas à un iPhone, hein, n'a rien à voir du tout avec un iPhone. Par contre, sur les modèles de milieu et d'entrée de gamme, oui, pour l'instant, ça reste toujours très très inspiré. Ça avait d'ailleurs fâché à une époque. Johnny Ive, qui avait été interrogé là-dessus lors d'une interview qu'il avait accordée à Vanity Fair, et où lui, on lui avait demandé s'il était flatté et que Xiaomi s'inspire de ça, et lui il avait dit qu'il ne trouvait pas du tout que c'était de la flatterie, mais plutôt de la paresse et un manque de courage, parce qu'au bout du compte c'est eux qui prenaient les risques en faisant tout, et les autres se contentaient de copier, quoi. Tu veux qu'on l'écoute, Johnny Ive? Écoute, oui, avec plaisir. Allez. C'est en anglais, hein, mais vous allez comprendre. Honestly, there's a danger that I'll sound a little bit harsh and perhaps a little bit bitter, because I actually don't see it as flattery. I'm just talking about this issue in general. I actually see it as theft. Because when you're doing something for the first time, for example with the phone, and you don't know it's going to work. I was describing about this sort of wrestle. You don't know it's going to work, and you spend 7 or 8 years working on something, and then it's copied. I have to be honest, the first thing I think isn't, oh, that was flattering. All those weekends I could have had at home with my lovely family, but didn't. But the flattery made up for it. Voilà, en gros, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il explique que quand on passe 6 ou 7 ans à travailler sur un projet, sur une première, quelque chose dont on ne sait pas si ça va marcher, oui, dans un premier temps, on est flatté d'être copié, mais assez vite, il y a un sentiment d'amertume et c'est assez dur à accepter. Hein. Juste une petite correction de forme, parce que c'est vrai que c'est rare de voir Ive aussi violent. Il ne parle pas de paresse dans l'extrait qu'on diffuse, mais de vol. Thief en anglais. Et voilà, en disant la flatterie ne compense pas toutes ces semaines sans week-end et sans voir la famille pendant 7 ans à créer quelque chose de vraiment original. Et juste, je sais pas si c'est l'entrée ou le milieu de gamme, mais ce qui m'a profondément choqué hier dans la couverture presse de Xiaomi, c'est le dos d'un des téléphones, je sais pas lequel c'est, qui est le dos, mais pixel pour pixel, de l'iPhone 10. Ouais. Donc il faut pas dire que Xiaomi a fait ça avant et qu'ils se sont achetés une conduite. C'est pas vrai. Bon, on va rappeler que Samsung et Apple sont encore en procès en ce moment pour les coins arrondis. Et en parallèle, on discute de l'arrondi des coins des Samsung. C'est effarant. Ouais. Et juste, Teddy, pour comprendre, alors, tu dis Xiaomi, toi. Tu as pris des cours avec Mathieu Dos Santos, non? Non, mais je connais bien cette marque depuis longtemps, donc. Mais oui, donc tu voulais savoir? Oui, Xiaomi par rapport à Huawei, qui est une autre, enfin, qui est le géant chinois. Ils sont plus petits, plus gros. Alors,
pour l'instant, ils sont encore un petit peu plus petits que Huawei, mais ils sont en train de les rattraper et ils peuvent même potentiellement peut-être même rattraper Apple d'ici 1 an et demi, parce que ils ont une croissance qui est phénoménale. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 2017, ils ont une croissance de 67%, et là, rien que sur le premier trimestre de 2018, ils sont à plus 87%. Ils sont devenus numéro 1 en Inde, et là, ils commencent à arriver donc en Europe. Donc là, c'était il y a déjà eu l'Espagne, maintenant c'était la France hier, il y a l'Autriche, le Danemark, l'Italie, la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni qui arrivent, plus les USA. Et c'est vrai que, pour vous donner un exemple, en Espagne, ils sont arrivés il n'y a même pas 6 mois. Enfin, si, il y a 6 mois, c'était au mois d'octobre. Ils sont déjà numéro 3 en Espagne, ils sont passés devant Apple, et ils ont déjà 10% de part de marché, et ils ont 5,6% de part de marché en Europe, alors qu'ils étaient distribués uniquement en Espagne. Donc c'est pour vous dire la force de frappe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où, par contre, il y a une énorme différence entre Xiaomi et Apple. C'est que, comme ils l'ont rappelé hier dans leur conférence, c'est que Xiaomi s'engage à ne pas dépasser 5% de marge bénéficiaire. Ça veut dire que, on répète souvent dans cette émission qu'Apple c'est un business de marge, et ben eux c'est un business de volume. Donc ce qui fait qu'ils vendent leur smartphone vraiment pas cher. Là ils ont un flagship qui est sous un Snapdragon S845 qui est le moins cher du marché, le flagship le moins cher du marché. En même temps, quand on se contente de copier les autres, on dépense moins d'argent. Hein. Ah bah de toute façon, eux, ils dépensent pas beaucoup d'argent. Pardon, je suis un peu basique, mais... Non, mais tu sais, ce que tu dis est vrai, mais la différence, c'est qu'il ne faut pas oublier que Xiaomi est un constructeur chinois, et que ça, en Chine, ça ne choque absolument personne. En Chine, la copie, c'est même quelque chose de limite vertueux. En Chine, ils te disent que si tu veux, par exemple, ils prennent souvent l'exemple des sacs Vuitton, ils disent voilà, quelqu'un qui n'a pas les moyens de se payer un sac Vuitton, en Chine, on considère que c'est normal de pouvoir se payer qu'il y ait des gens qui fassent des copies pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc en Chine, ça choque personne. C'est vrai que sortir des frontières de la Chine, c'est vu différemment. Mais c'est vrai que là où ils ont fait très très fort hier, c'est pour ça aussi que ça fait beaucoup de bruit dans les médias, c'est que là où on les attendait pas, c'est que non seulement ils ont ouvert un magasin plus un site internet, mais donc ce qui fait qu'en plus de ça, ça peut donner confiance aux gens parce qu'ils auront un interlocuteur si jamais ils ont un problème sur leur téléphone, premièrement. Mais surtout, c'est les prix sont agressifs et ils vont être distribués chez Amazon, chez Cdiscount, à la Fnac, chez Leclerc, chez Auchan, à Carrefour, et surtout chez les 4 opérateurs, parce que par exemple certains de leurs concurrents comme OnePlus n'ont jamais réussi à faire jusqu'à présent. Donc ils ont vraiment frappé un grand coup. Certains hier disaient à la sortie de la conférence que ça leur rappelait un peu la conférence de Xavier Niel quand il a annoncé Free Mobile, où on savait que ça allait un petit peu révolutionner le marché des opérateurs. Là hier beaucoup disaient ça risque de pas mal révolutionner le monde le marché des smartphones en France en tout cas. Bon, c'est un peu pour ça qu'on voulait vous en parler, c'est aussi pour ça qu'on a pris du temps. On sait que c'est iWeek, donc certains parmi vous sont pas contents sur Twitter parce qu'on parle de Xiaomi. Je vais y arriver. Voilà. Mais on n'a jamais eu d'œillère dans iWeek, et Xiaomi non seulement copie les produits Apple, rien que pour ça nous intéresse, mais en plus ils deviennent un concurrent parce que leur objectif c'est de vendre des palettes, des camions entiers de smartphones à prix très serré. Voilà. Et une chose que j'ai pas précisé, c'est que d'abord Xiaomi ne fabrique absolument rien. Tous les objets connectés qu'ils vendent, sont issus de start-up. On parlait tout à l'heure de Vivatech. Et quand on parle que leurs smartphones ressemblent beaucoup aux iPhones, il faut savoir que les smartphones de la marque Xiaomi sont fabriqués par Foxconn. Donc voilà, parce que le président de Foxconn est le meilleur ami du patron de Xiaomi. Voilà. D'accord. Bon, ok. Un bémol. Merci beaucoup Teddy pour cet éclairage sur Xiaomi. Gilles. Oui. D'abord, pour dire que Free a eu beaucoup d'effets de bruit médiatique et un effet sur le marché, mais il reste quand même le 4e opérateur français avec un certain nombre de difficultés, en particulier au niveau investissement. Et je voulais dire que copier avait été le même en chinois, avait le même idéogramme que apprendre. Attends, il y a un truc, tu m'étonnes, Free a moins d'abonnés que Bouygues Télécom ? Je crois bien, oui. Oui, je crois que oui. Bouygues a repris pendant que Free baissait. Bon, ok. Ils ont repris vraiment Bouygues avec des autres... ils ont été dans des difficultés au point qu'on a parlé de rachat, mais ils ont bien réagi avec des
des offres bien marketées. Bon, on va essayer de revenir sur du Apple pur parce que on va se faire gronder sinon. Je fais juste mon teasing. Oh là. Que voilà, je vous prépare un test du Huawei P10 Pro dont on a énormément parlé. Et pour le coup, le hardware est très différent de celui de l'iPhone, mais vous verrez que le software, c'est très amusant. L'expérience est très similaire à iOS 11. Bon. Ce sera pour dans quelques semaines le test. Tu vas être blacklisté comme t'es dit pendant un an, hein, fais gaffe. Hein. Bon allez, essayez seulement. Sérieusement, on va rester, puisqu'on parlait de Zuckerberg, aujourd'hui à l'Elysée, demain à Viva Technologies, Apple a publié un portail à partir duquel les utilisateurs, donc chacun de nous, peut télécharger tout ce qu'Apple sait à son sujet. Gilles, c'est toi qui as repéré ce portail? Oui, il est si tu veux aller sur le site d'Apple, il est après les premières images qui présentent les vidéos. Explique-nous ce que c'est plutôt, parce que on va pas pouvoir y aller tout de suite là. Donc il y a un portail sur lequel, avec en entrant son Apple ID, son nom d'utilisateur Apple pour tout ce qui est téléchargement, etc. Et son mot de passe, on a accès au téléchargement clé de l'ensemble des données qu'on a d'utilisateurs que Apple collecte uniquement pour son utilisation personnelle et l'amélioration de l'expérience utilisateur, et refuse même aux éditeurs d'applications d'utiliser et de partager. C'est un peu l'équivalent de ce que Facebook a mis en place dont on parlait juste après le début de l'affaire Cambridge Analytica. Tout à fait. Hein, elle était dit? Non, je dis là, ça va beaucoup plus loin. Moi, je suis allé voir tout à l'heure le lien que Gilles avait mis dans le conducteur, et c'est vrai que ça va extrêmement loin. Vous pouvez vraiment tout savoir. D'ailleurs, ils disent même que si ça vous intéresse, donc il faut rentrer votre identifiant, et ils vous préviennent qu'il leur faudra plusieurs jours pour pouvoir vous envoyer tout ça, quoi. Tellement ça représente des volumes énormes. Hein. Ok. On va dire que ça permet d'avoir une vue très précise de ce qu'Apple a récupéré. Tu peux choisir. Y compris la boutique. Ouais, de ce qu'on a donné à Apple, les termes sont importants. Ouais, de ce qu'on a donné à Apple. Bon, en même temps, chez Amazon. Voilà, si vous avez un mail et un ordinateur connecté, vous devez crouler comme nous sur les mails en ce moment qui vous demandent de confirmer que vous êtes bien d'accord pour rester abonné à une newsletter. Si vous êtes un petit peu actif sur Internet, ça fait beaucoup de mails qui arrivent là, et d'autant que la deadline c'est le 26, hein, c'est ça, 25. Ouais, 25. Oui, c'est ça. Donc c'est dans un peu plus de 24 heures. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes américaines aussi qui se conforment à cette réglementation européenne. Ce qui est très intéressant, c'est que le projet est dans l'air depuis des années et qu'on reçoit tous ces mails depuis 3 jours. Alors qu'on aurait pu les recevoir il y a 6 mois sans aucun problème. Bon, ça c'est un autre débat. Et c'est vrai que c'est vraiment une masse, dans certains cas, assez étonnante. Pour rester en France, alors, la nouvelle a été assez étonnante. On l'a eu la semaine dernière. Canal+ va proposer un Apple TV en guise de box à ses abonnés. Ouais. Et surtout, c'est une très bonne idée, mais en plus, ça va être en location. Donc c'est l'occasion pour beaucoup de clients d'avoir un Apple TV. Je vais pas dire à moindre frais, parce qu'au final, le coût de la location va bien atteindre le coût de l'Apple TV, mais c'est une manière de l'acheter à tempérament, comme on dit, tout en profitant de l'excellente appli MyCanal. Alors, Ellie n'est pas là, donc c'est à moi de faire l'article. J'utilise MyCanal, moi, depuis en fait que je suis rentré en France en septembre, et ça fonctionne extrêmement bien, avec notamment la possibilité, alors moi je regarde pas le foot, mais on a accès à plusieurs angles de vue lors d'un match de foot au sein même de l'Apple TV. Elle est parfaitement compatible Siri. On peut demander à Siri de chercher une émission ou un film,
Et si le film est présent sur MyCanal en même temps que sur l'iTunes Store, l'Apple TV va vous donner le choix, donc c'est extrêmement pratique. Ça permet, on dit parfois que l'interface de l'Apple TV est un peu vieillotte. Là, le fait que MyCanal soit complètement intégré à Siri rend l'expérience de visionnage beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Je termine sur une note, c'est que moi j'aurais été content d'acquérir une Apple TV 4K par ce biais. J'ai donc regardé mon abonnement. Je me suis aperçu que le décodeur que j'avais était gratuit. Donc je ne peux pas changer mon décodeur pour une Apple TV parce qu'il faudrait payer en plus. Ça vaut pour les nouveaux abonnés. Ça vaut pour les nouveaux abonnés. Je termine avec ma casquette américaine. Canal+ était content de dire que c'était une première mondiale. Je dis ici que c'est totalement faux, puisque aux États-Unis, DirecTV fait ça depuis plus d'1 an, et que l'Apple TV que j'ai chez moi, je l'ai acquis par ce biais-là. Puisque justement, DirecTV faisait un bundle, une vente liée avec la possibilité de voir la télévision sur son Apple TV en streaming. Et donc, pour le faire rentrer dans les foyers, DirecTV faisait il y a 1 an ce que fait Canal maintenant, c'est-à-dire utiliser l'Apple TV comme décodeur. Mais ça marche très bien. En revanche, c'est vrai que c'est un joli coup pour Apple. Ah, c'est un très beau coup pour Apple qui est on l'a souvent dit ici, à la traîne sur son marché principal qui est le marché américain parce qu'elle est très chère. Aujourd'hui, Apple lutte face aux box parce qu'aujourd'hui on a tous une box chez soi et donc pourquoi on achèterait l'Apple TV en plus. Le fait de la rendre aussi peu cher, je crois que ça va coûter 6 € par mois, c'est un coût génial quand on voit justement qu'on parle de Free. La Freebox Révolution était révolutionnaire il y a 4 ans, mais vraiment à la traîne. Même plus que ça, je crois qu'elle a 7 ans maintenant, 7 ans, il me semble. Donc elle est plus du tout révolutionnaire. Et la prochaine arrive l'année prochaine. La prochaine, on l'attend toujours. Et la Livebox d'Orange, qui elle a été remise au goût du jour il y a 1 an. 1 an et demi, mais qui est très lente. Et qui permet beaucoup moins de choses qu'une Apple TV. Donc là, ça va vraiment être regardé avec attention. C'est peut-être le cheval de Troie qui manquait à l'Apple TV. Absolument. Je précise aussi que tu parlais des États-Unis, mais ça existe aussi en Suisse, chez un opérateur qui s'appelle Salt, qui est d'ailleurs qui appartient à Xavier Niel. Donc c'est effectivement pas du tout une première mondiale. Moi, je trouve ça intéressant. En tout cas, ça montre qu'on peut éventuellement maintenant penser à s'affranchir des box des opérateurs de télécom. Et il se trouve que moi, en plus, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse dans la mesure où j'ai déménagé il y a quelques mois et sans rentrer dans les détails, mais on va dire que là, ici, dans cet appartement, je peux pas relier le décodeur à la fois à la télé et à la box parce qu'il n'y a qu'une seule prise de téléphone et qui n'est pas du tout située au même endroit où j'ai ma télé. Donc du coup, je regarde en fait ma télé via Molotov et c'est vrai que j'ai pas besoin du décodeur de mon opérateur. Donc là, c'est vrai que cette opération, la de Canal avec Apple TV, je trouve que c'est une très très bonne idée parce que en plus de ça, on a la possibilité de commander à la voix via Siri, comme disait tout à l'heure Jean-Christophe. Et puis on a tout sur la télé, on a Netflix, on a Molotov, on a YouTube, tout grâce à l'Apple TV qui est pilotable à la voix. Donc moi je trouve que c'est une très très bonne idée, quoi. Ouais, et puis bon, tu parles de Molotov, c'est aussi un très très bon, très très bon canal, très bon service, très bon canal dont on vous reparlera dans quelques mois. Mais blague à part, je serais pas du tout étonné que le deal avec Canal+ soit mentionné à la WWDC, parce que c'est la première fois qu'un opérateur de cette taille mais l'Apple TV est uniquement, contrairement à DirecTV notamment, est uniquement l'Apple TV en avant, et c'est typiquement ce genre de signaux dont ont besoin les éditeurs d'applications. Clairement, aujourd'hui, tout abonné à Canal qui prend une Apple TV sera intéressé à utiliser notamment Amazon Prime, ou justement Molotov parce que Canal+ ne permet pas l'enregistrement, mais plein d'autres aussi, sans parler des jeux qu'on peut utiliser avec une manette. Donc c'est vraiment un effet, quand je parle de cheval de Troie, le mot n'est pas trop fort, c'est ce qui manquait à Apple, je pense, depuis des années. Et pour être complet, Canal, ils ont annoncé aujourd'hui aussi une offre pour les moins de 26 ans, réservée aux moins de 26 ans, qui permet d'avoir Canal pour 9,95 € par mois. Mais uniquement par contre sur les ordinateurs, les téléphones et les tablettes. Tu es sûr que l'Apple TV n'est pas inclus dedans ?
Alors ça, je saurais pas te dire par contre, mais je crois pas. Je pense que si. Je pense qu'il faut payer le décodeur en plus, mais je pense que tu peux quand même bénéficier du tarif moins de 26. À vérifier, on vous le confirmera sur Twitter. Ouais, on va absolument, on va creuser. Voilà, donc c'est super intéressant. Et puis je vous rappelle que Watch est dispo via une appli gratuite sur Apple TV. Donc si vous avez une Apple TV, installez-la et téléchargez-la, évidemment. Venez pour Canal, restez pour Watch. Exactement. On va continuer avec toi, Gilles, avec ton rendez-vous hebdomadaire, en tout cas quand tu peux être avec nous. Ça s'appelle Connecting the Dots. Tu relis les points, tu donnes du sens à des infos qui nous échappent le plus souvent. Et aujourd'hui, tu t'intéresses à une avalanche de brevets. Explique-nous. Oui, l'Office américain des brevets a validé une soixantaine de propositions qui avaient été faites par Apple. Il y en a une en particulier qui est assez futuriste et enthousiasmante. C'est la possibilité au lieu de poser l'iPhone, l'iPod, n'importe quoi, sur son socle, le socle est électromagnétique et donc le device va flotter en l'air et en profiter pour se recharger. Il n'y a pas à batailler pour faire rentrer tel ou tel contacteur dans le socle. Il y a même plus de problématiques de compatibilité de contacteurs comme il y a pu y avoir avec l'abandon du contacteur 10 broches des premiers modèles. Et donc là, ça flotte carrément en l'air. Alors pour être tout à fait juste, en janvier au CES en 2007, Ouais. Ça me rappelle quelque chose, cette lévitation. Voilà, LG avait proposé une enceinte qui flottait en l'air de la même manière. Donc, c'était pas LG, c'était je crois que c'était une start-up. Il y a plusieurs marques qui ont déjà sorti des enceintes qui sont comme ça en lévitation. Il existe même des enceintes Star Wars. Là. Ça ressemble un peu à une soucoupe volante qui tournait. Ouais. On pouvait même la faire tourner sur elle-même, alors qu'elle flottait au-dessus d'une sorte de colonne de basse qui était, elle, cylindrique. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais par contre, le nom de la marque m'échappe, mais je vois le modèle dont tu parles. Ouais. Mais est-ce que ça a un autre intérêt que le côté un peu fascinant Si ça recharge en même temps, c'est bien. Oui, ça peut recharger en même temps. Et puis, il n'y a plus de problème de connecteur. Pardon. Il n'y a plus de problème de compatibilité. Les guerres picocolines entre les différents modèles d'USB sont sans objet. On a un connecteur universel. Alors, les gens qui sont sensibles aux champs électromagnétiques ne vont pas être très très contents. Je pense que si on n'est pas tout prêt, il risque de ne pas y avoir de sensibilité. On doit pouvoir se passer dans un premier temps de ce genre de gadget, mais c'est vraiment intéressant. Ouais, j'imagine qu'ils vont étudier leur sujet. Si ça présente un risque ou un danger, je pense qu'ils attendront ou ils vont être sûrs d'eux quand même, non ? Le Wi-Fi, en principe, il n'y en a pas. Ouais. Le GSM, pour parler au sens large, il n'y en a pas non plus. Et il y a une petite frange de la population qui se dit sensible, on peut les croire, à ces champs électromagnétiques qui recherchent justement des zones, de plus en plus des zones blanches pour
échapper à ce qui est équivalent à une sorte d'allergie. Bon, notre ami Alain Massé sur Twitter demande quelle différence avec l'induction. Je vais lui répondre. Moi, je suis passé à l'induction depuis que j'ai mon iPhone 10. Une nuit sur deux, je constate qu'il a bougé et donc il ne s'est pas chargé. Je le découvre au réveil. Avec le brevet dont parle Gilles, plus de problème, puisqu'on n'est plus collé à la source d'énergie. Ça peut se décaler sans souci. C'est vrai. C'est un vrai problème, ça. Hein. Voilà, oui. Ça m'arrive aussi. Bon, merci beaucoup, Gilles. On sait à peu près à quel horizon ça pourrait arriver ou pas du tout? Si ça se trouve avec la prochaine version de l'iPhone 10 ou dans 5 ans, ça dépend. Comment dire? Ça dépend beaucoup de Johnny Ive. C'est ça. Quand la barbe de Teddy aura davantage poussé, en fait. Il aura plus de barbe de toute façon. On ne sait pas combien. Non. Bon, merci beaucoup, Gilles. Est-ce que tu as vu cette pub Samsung dans laquelle il est largement fait référence à l'iPhone? Non, je n'ai pas vu. J'attendais de l'émission pour la voir. Eh ben, on la regarde et puis on en parle après. Ça marche. Vous voulez bien? Allez, c'est parti. Ben, je crois que la pub Samsung est coincée. Si jamais elle se... Ah, ça y est, c'est parti. C'est grotesque. Just head downtown. Can you stop here? Can we fix this phone tonight? It's really slow. You can turn off the performance management feature, but it may lead to unexpected shutdowns. Battery throttling. Or you can just upgrade it. Bon, bravo en tout cas pour le vrai faux Apple Store, parce que j'imagine qu'ils sont pas tournés dans un vrai Apple Store. Ils ont donc dû reconstituer, hein. Xiaomi a dû les aider. C'est ça. Bon, ça s'appelle de la publicité comparative. Ouais, mais là... c'est pas très créatif, on va dire, hein. Non, puis surtout, elle est un peu gonflée, quoi, parce que, je veux dire, comparer un iPhone 6 sorti en 2014 à un Galaxy S9 flambant neuf, c'est pas très équitable aussi. Alors, il aurait fallu le comparer au même modèle de l'époque, qui était le Galaxy S5, mais bon, il doit plus y en avoir en circulation, donc forcément, il pouvait pas. Ou l'iPhone 8. C'est ce que je me disais au début, mais en fait, la pub répond, et on en a parlé il y a plus d'un mois, au problème de la batterie. C'est-à-dire qu'il y a, moi je vous le disais justement, ça se vérifiera sans doute, je pense que quand il s'agira d'upgrader un iPhone 6 et qu'on vous répondra c'est un problème de batterie, c'est pas évident que les gens n'accusent pas Apple de brider la batterie, comme on l'a vu écrit et mal écrit dans les journaux, pour passer ailleurs. Et la pub en fait est assez maligne sur ce plan-là. La première réaction c'est évidemment celle de Teddy, c'est comparé avec un iPhone 6 c'est ridicule, mais quand vous allez dans l'Apple Store et qu'Apple vous dit c'est parce que si on changeait pas la batterie, il s'éteindrait, bah voilà, je me demande si quand on est sous la pluie, on n'a pas juste envie d'avoir un Samsung. Ouais, mais enfin, ceci étant, ce que je veux dire, c'est quand je trouve que c'est gonflé, c'est à plusieurs niveaux aussi. C'est parce que Samsung a quand même eu des gros problèmes de batterie, d'autres problèmes de batterie sur le Galaxy Note 7. Bien sûr, sur lesquels quand même Apple est toujours resté discret, ne s'est jamais moqué d'eux. Donc bon, je pense que voilà, il ferait mieux un petit peu de balayer aussi devant leur porte de temps en temps. Et puis en plus de ça, à la fin, le clin d'œil avec l'encoche, avec donc ce garçon et son père qui ont la frange. Bon, si demain Samsung est amené, on ne sait jamais, à sortir un smartphone qui reprend effectivement aussi le notch, c'est une pub qui va leur revenir en pleine tête comme un boomerang. Bon, voilà. Donc, on peut changer la batterie. Pour une somme tout à fait modique. Oui.
on en a parlé de cette campagne, effectivement, de changement de batterie. C'est quoi, c'est 29 €, Ouais, hein, 29 €. au lieu de 70 De 89 Ouais. sur un iPhone 5S. C'est ça. Et Apple donne même des bons de $50 pour les gens qui ont payé plein pot. Avant la mise en place. C'est une forme de remboursement. Ils viennent de lancer Ok. aujourd'hui. Ok. Tiens, un petit coup d'œil. Vous étiez peut-être devant votre télé samedi pour le mariage de Meghan et de William. Il y a Des amis à toi? Non. Tu parlais de mariage tout à l'heure, qui Non. avait retardé l'émission. Non, On saura tous. Mais en revanche, vous avez, si vous avez $4000 à dépenser, Minimum. et ben vous avez cet iPhone édition limitée dans un boîtier en or 24 carats. C'est ça. Avec cette gravure à l'image du couple royal britannique. Voilà, $4000. Alors c'est Ce qui est 4000. intéressant, c'est que Je suis sûr qu'ils vont les vendre. Hein. chacun utilise et fabrique la case qu'il veut, mais là, la pomme, elle est gravée sur l'or. C'est pas la pomme du téléphone qu'on voit. Donc c'est de la contrefaçon. Donc je suis pas sûr que ça reste, Ça dure très longtemps. que ça ouais. reste actif très longtemps. Alors, en fait. ouais. Sans Ça- la ça pomme, coûte- il n'y aurait pas de problème. Avec, c'est plus compliqué. Ouais, plus compliqué. Quand on va au bout de l'article, en fait, si tu veux, ça coûte $4000 tel qu'on l'a vu là à l'image, mais ça monte à $4600 justement si la pomme, en fait, tu la remplaces par des diamants. Tu vois. Bon, puis il y a un autre téléphone un peu spécial, mais vraiment, je vous le montre, mais on en parlera peut-être avec Ellie. C'est cet iPhone 10 Tesla. C'est ça. Mais vraiment, je pense qu'il faut qu'il soit là pour nous en parler parce que c'est trop dommage de l'avoir. C'est vu aussi sans de la nous. contrefaçon. Oui, c'est pas bien Tesla sûr, qui le fait. Bien sûr. Alors c'est pas Tesla qui le fait, mais le premier exemplaire est destiné à... C'est bien Elon Musk qui aura le premier exemplaire de ce téléphone. Hein. D'accord. Bon. Voilà, parce qu'en fait, la marque, il coûte aussi cher, hein, il coûte je crois autour de $4500. Et la marque qui le fait porte bien son nom, c'est une marque russe qui s'appelle Caviar. Donc voilà. Et en fait, ils se sont inspirés du travail de Tesla dans le domaine donc des énergies renouvelables. C'est ça qui les a inspirés, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un téléphone qui se recharge par l'énergie solaire, puisqu'il y a un panneau solaire à l'arrière en fait. Je voulais vous le montrer parce qu'on était dans les téléphones un peu spéciaux, mais dès qu'il s'agit de Tesla, en fait, on réserve les sujets pour les semaines où Ellie sera là. Jean-Christophe, je me tourne vers toi. On a un peu parlé de pas la semaine dernière d'ailleurs, parce que c'était dans Andromag, dans une autre émission de Watch, mais on a déjà un peu parlé de la Google I.O. Et je pense que nos iWeekers ont de toute façon vu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, alors au moment où ça a eu lieu, on a un peu présenté ça comme la victoire ultime de Google sur Siri, mais il y a pas mal de questions qui se sont posées depuis. Hein. C'est clair. Alors, est-ce que tu veux lancer la vidéo pour voir ce que ça donne? Alors écoute, lançons la vidéo pour voir ce que ça donne, absolument. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we leave there for like after like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Donc là, alors juste pour préciser, c'était pas une discussion entre deux humains. Non. Et alors, en fait, l'assistant est à gauche. À droite, c'est une dame qui dirige un restaurant, enfin qui s'occupe des réservations d'un restaurant chinois. Et effectivement, quand on voit la richesse de la communication et de l'élocution, on peut regarder Siri et faire la tête. Moi, en tout cas, quand j'ai vu ça, je faisais des bons partout, tu sais, comme j'aime les assistants. Sauf que
Je m'y retrouve. D'ailleurs, la presse s'en est largement fait l'écho. Dès le lendemain, on disait que Google avait emporté, que l'assistant était génial et qu'on n'avait plus besoin de réserver sa table au restaurant, que Google le faisait pour soi. Tu as le... Ouais, alors faut que tu me dises ce que tu veux que je passe, parce que je ne sais pas. Ah, j'avais mis les numéros. Ah, oui, c'est ça, voilà. Voilà. Mais c'est pas une vidéo, c'est pour ça que Non. C'est, à partir de maintenant, c'est les photos. D'accord. Donc, like life phone calls for you, donc c'est comme si vous étiez un vrai humain et il passe les coups de fil pour vous. Ouais. Donc ça a l'air génial comme ça. Mais en revanche, l'envers du décor est moins reluisant. D'abord parce que Google fait souvent des annonces comme ça. On parlait de Vaporware quand il s'agissait de Microsoft. Google est un peu coutumier du fait de vendre du rêve à chaque I.O. tous les ans, et puis en fait, le produit en lui-même sort beaucoup plus tard quand il sort. Et les journalistes de la vallée, en fait, ont creusé un peu plus loin. Ouais. Et voilà, donc tu vois notamment cet article de Mashable qui dit voilà ce que Google ne nous dit pas à propos de la démo, parce que je ne sais pas si on l'a bien entendu, mais lors de l'échange avec le restaurant chinois, c'était relativement calme. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y a pas de brouhaha, de gens qui déjeuneraient ou de bruit d'assiette. Et aussi... C'était biaisé, ça on se demande en fait si Google a pas au minimum monté l'audio pour que ça fasse un peu plus léger. Si tu vas à la photo suivante... Voilà, Mashable nous dit il n'y a pas de bruit. Et puis surtout, pour avoir vécu aux États-Unis, quand tu appelles un restaurant, c'est souvent restaurant chinois, bonjour. En général, il est de coutume aux États-Unis de s'annoncer quand on décroche le téléphone. Là, quand l'assistant appelle, le restaurant chinois ne dit rien, dit juste bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous. C'est un peu bizarre. Donc, est-ce que c'était un vrai restaurant chinois Alors, a priori, ça, on peut dire que ce n'était pas un faux resto, puisque Google, qui a un peu tenté de réagir en mode communication de crise face à toutes les questions qu'ils ont reçues suite à cette démo. Là, la photo qu'on voit, c'est 2 ingénieurs de Google en train de manger des nouilles sautées dans le restaurant chinois en question. Pour la petite histoire, le tweet vient de John Gruber, qui est un blogueur Mac très connu, qui a le premier levé le lièvre en montrant que peut-être qu'on pouvait se demander si le restaurant existait vraiment. Donc ça, le restaurant existe, mais l'enregistrement est peut-être monté. Et ça, Google n'en dit rien. Donc c'est quoi? On se demande si on n'a pas été un peu manipulé, c'est ça Oui, il y a clairement un problème d'éthique. Ouais. C'est-à-dire que, notamment en Californie, quand tu enregistres une communication téléphonique, ce qui correspond bien à la démo à laquelle on vient d'assister, les deux parties, les deux parties du coup de fil doivent donner leur accord pour se faire enregistrer. Ici, Google ne dit pas que l'assistant est un robot, mais en plus ne demande pas l'autorisation d'enregistrer la communication. Donc ça pose, comme le dit TechCrunch, un problème, et c'est aujourd'hui, en tout cas en l'état de la loi, illégal. Ça fait penser au fameux coup de fil de Steve Jobs qui voulait commenter 5000 latés, mais là c'était pas de l'enregistrement. Non, c'était pas de l'enregistrement, c'était en direct. Ouais. C'était un vrai coup de fil pour le coup, passé pendant une keynote. Exactement. Et on peut aussi, et d'ailleurs Google a réagi sur le sujet en disant rassurez-vous, on va dire quand le produit sera en production, on préviendra, on dira aux restaurants chinois ou aux coiffeurs notamment qui étaient aussi présentés dans la démo qu'il s'agit d'un assistant et pas d'un humain qui appelle. Voilà. Bon, on dit que Siri, il va y avoir du nouveau du côté de Siri. Alors, dans les jours qui viennent, on est à quoi, 10 jours de la WWDC? Alors c'est intéressant parce que donc la Google I.O. a lieu un mois à peu près avant la WWDC Apple vient de l'annoncer, sera ouverte par une keynote le 4 juin. On peut dire une chose, c'est que je pense que les démos à la WWDC seront moins excitantes, mais en tout cas plus concrètes. On est sûr de ça? Apple ne réserve pas un coup? Apple réserve peut-être un coup, mais ce qu'on sait en tout cas par rapport aux démos de Google, c'est que ça arrive et que Google n'a pas l'habitude, Apple, si on accepte la synchronisation des iMessage, en général, tout ce qui est annoncé à la WWDC
arrive dans les iPhones dans l'année qui suit. Ouais. Contrairement à Google. On n'a plus énormément de longtemps à attendre puisque c'est dans 12 jours maintenant. Dans 12 jours et on sera là. Et ce sera évidemment à suivre sur Watch en intégralité en direct le lundi 4 juin dès 18h30 heure française, notez-le. Salut à tous les trois, merci d'avoir été là, merci beaucoup Gilles, très chouette de te revoir, j'espère que tu seras de retour et que tu seras avec nous le 4 juin notamment. Je vais essayer. Et vraiment, j'aimerais beaucoup. On le souhaite. Salut Teddy, à très très vite avec les lutins du Phénix. Ouais. Et salut à toi Jean-Christophe. À bientôt Benjamin, à bientôt à tous. Passez une très très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous. Salut. Yeah.